Sous un ciel d'un bleu immobile, se dresse une structure que même les rêves les plus sombres n'auraient pas osé inventer. Aucune enseigne, aucun mouvement. Juste du béton, des murs hauts comme des serments, et un silence plus lourd que la mort. Ici, à l'écart du monde, se trouve le Sécotte, le centre de confinement du terrorisme, la prison la plus dure jamais construite sur ce continent, et probablement dans le monde. Un lieu si extrême, si impénétrable, que même la lumière semble hésiter avant d'y entrer. Les rares qui y pénètrent, même en tant que visiteurs, en ressortent transformés. Les autres n'en sortent jamais. Ce que tu vois ici, personne ne devrait jamais le voir de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'un simple centre pénitentiaire. Le Sécotte est une déclaration, un message inscrit dans la roche, adressé à ceux qui ont arraché des vies, brûlé des familles, détruit des quartiers entiers. C'est une réponse brutale à un chaos ancien. Un lieu sans horloge, sans saison, sans horizon. Les murs ne font pas que contenir des corps. Ils enferment l'idée même de liberté. Et quand on s'approche de ces portes, on ne ressent pas la peur, mais l'effacement. Ici commence une descente dans un monde interdit. Un monde où chaque couloir raconte une guerre, chaque silence cache une violence que l'on préfère ne pas nommer. Ce documentaire d'Arc n'est pas une visite, c'est une immersion, une confrontation. Et si tu penses avoir déjà tout vu, alors prépare-toi. Parce que ce que nous allons te montrer qu'ici, sur Millionnaire par conviction, ne ressemble à rien de ce que l'argent ou la curiosité peuvent acheter. C'est la vérité brute. Et elle t'attend, derrière ces murs. Il fallait une forteresse. Ils ont construit une cage pour les ombres. Avant que le silence du Sécotte ne s'impose comme une cicatrice visible sur le sol d'El Salvador, il y avait le chaos. Des rues où les lois ne s'appliquaient plus. Des quartiers entiers sous contrôle de gangs. MS 13. Barrio 18. Des noms devenus des codes de peur. Pendant des décennies, El Salvador a porté le fardeau d'un titre qu'aucun pays ne désire, capitale mondiale du crime. Les chiffres étaient inqualifiables, les morts, innombrables. Et pendant trop longtemps, la population a vécu avec l'idée que cela ne changerait jamais. Puis est venu un homme que personne n'attendait vraiment. Nayib Bukele. Jeune, d'origine palestinienne. Charismatique. Inclassable. Il n'était ni un général, ni un avocat, ni un politicien typique. Il était autre chose. Le fils d'un leader religieux mais aussi d'un pays en ruine. Quand il est arrivé au pouvoir en 2019, le scepticisme était partout. Mais derrière son regard calme, se préparait une stratégie que peu oseraient assumer. Une guerre sans compromis contre les gangs. En mars 2022, après une série de massacres coordonnés par les cartels, Bukele déclare l'état d'urgence. Les droits sont suspendus. Les militaires prennent les rues. Les bus deviennent des prisons roulantes. Les prisons débordent. 70 000 arrestations en 16 mois. 2% de toute la population adulte. Une vague qui submerge tout, y compris les certitudes. Et très vite, une évidence s'impose. Il n'y a plus de place. Alors, ils construisent. Mais ce qu'ils bâtissent n'est pas une simple prison. C'est un monstre de béton. Le Sécotte, acronyme presque froid pour désigner le plus grand centre de détention du continent. 8 blocs, 40 000 détenus. Des murs de 15 mètres, surmontés de barbelés, tranchants. Des tours, des caméras, des détecteurs, des capteurs. Une architecture de la peur, une cathédrale de l'enfermement. Le tout construit en un temps record, 7 mois, comme si l'urgence justifiait tout. Le président ne cache rien. Il montre tout. Il fait filmer les prisonniers arrivant en file indienne, tête rasée, torse nu, les yeux fixés au sol. Des images choquantes, virales. Les gangs, autrefois maîtres du pays, sont désormais nus, agenouillés, en silence. Pour beaucoup, c'est la victoire. Pour d'autres, une fracture. Car à force de vouloir dompter les ténèbres, on finit par leur ressembler. Mais Bukele n'hésite pas. Pour lui, ce n'est pas une opération de communication. C'est une réponse directe à une génération d'atrocités. Il déclare
Si nous voulons la paix, nous devons imposer la peur à ceux qui l'ont volée. Et dans cette logique, le SECO devient le cœur de son projet. Ce lieu n'offre aucune possibilité de rédemption. Ce n'est pas une prison de transition, c'est un terminus. Les rues de San Salvador changent. Le couvre-feu disparaît. Les familles sortent à nouveau la nuit. Le taux d'homicide chute. El Salvador passe, en 2 ans, du pays le plus meurtrier de l'hémisphère à l'un des plus sûrs. Mais à quel prix? Le débat s'installe dans les couloirs diplomatiques, les ONG, les universités. Pourtant, sur place, un autre son résonne, celui du soulagement. Le SECOT est né de ce paradoxe, un lieu où la sécurité absolue frôle la terreur, institutionnelle, où les monstres d'hier sont enfermés dans une logique qui ne fait pas de prisonniers psychologiques, où l'État dit « Vous avez joué à Dieu, maintenant, nous décidons quand vous respirez ». Et au centre de tout ça, des hommes, certains coupables, d'autres peut-être pris au piège d'un filet trop large. Mais que reste-t-il d'un pays quand la peur change de camp? Peut-on construire une paix durable sur les fondations d'un enfer ultramodulaire? C'est ce que nous allons découvrir, pas à pas, dans ce voyage à l'intérieur du monde interdit. Si tu veux voir ce que personne ne montre, ce que même la lumière hésite à révéler, abonne-toi maintenant à Millionnaire par conviction, car ce que nous allons vivre n'a pas de retour. Dès que l'on s'approche des premiers murs du SECOT, quelque chose bascule. Ce n'est plus une simple visite, c'est une descente, un franchissement sans retour. Le sol semble devenir plus dur, l'air plus lourd. Il ne fait pas particulièrement chaud, mais les mains deviennent moites. Devant nous, les premiers portails métalliques. Derrière chacun d'eux, un nouveau filtre, un nouveau regard, une nouvelle suspicion. Ce n'est pas une prison, c'est un labyrinthe de contrôle. Chaque étape de l'entrée semble conçue pour rappeler une seule chose. Ici, même le regard est une permission. Le premier contrôle est militaire. Des soldats masqués, armés, muets. Ils ne parlent pas, ils observent. Ils enregistrent chaque tic, chaque mouvement. Ce n'est pas de la sécurité, mais c'est de la dissuasion. Nos noms sont comparés à des listes, nos visages analysés. Les téléphones sont confisqués. Seules les caméras autorisées franchissent le seuil. Même les alliances, les lacets, les stylos, tout est laissé derrière. Le corps entre nu de pouvoir. Nous passons ensuite dans un sas aveugle. Lumière blanche, froide, chirurgicale. Des scanners traversent les vêtements, dévoilent les os, les organes. À ce niveau, il ne s'agit plus de cacher quelque chose. Il s'agit d'être complètement lu. Des capteurs enregistrent l'empreinte de chaque doigt. Le scanner facial confirme les traits. Un bruit métallique annonce l'ouverture suivante. Et toujours, derrière les vitres teintées, quelqu'un regarde, sans jamais se montrer. L'atmosphère devient irréelle. Les bruits sont étouffés. Les pas résonnent. On se sent comme suspendu, flottant dans un espace hors du temps, comme si l'air lui-même obéissait à une autre règle ici. À chaque nouveau sas, une nouvelle couche de peur se dépose sous la peau. Ce n'est pas la peur d'un danger immédiat, non. C'est une peur lente, silencieuse qui murmure « Tu n'as plus le contrôle ». Une pièce nous attend, le vestiaire. Là, un gardien annonce les règles d'entrée. Pas de montre, pas de bijoux, pas de carnet. Même nos chaussettes sont inspectées, retournées, scannées. Ce n'est pas une prison moderne, c'est un prototype de paranoïa d'État, une machine à dissoudre l'individu avant même qu'il ne franchisse les cellules. Chaque couloir est droit, vide, symétrique. Chaque lumière est fixe, crue, aveuglante. Le hasard n'a pas sa place ici. À mesure que nous progressons, les murs se resserrent. La température baisse légèrement. Une voix dans un haut-parleur nous rappelle que nous sommes dans une zone de silence. On ne parle plus, on écoute. Le bruit d'un loquet, le frottement des portes, le crissement d'un talkie-walkie, chaque son devient une alerte. Un agent nous accompagne jusqu'au cœur du complexe. Il nous regarde, droit dans les yeux et dit « Ce que vous allez voir maintenant, vous ne l'oublierez jamais. » Derrière lui, un dernier portail. En acier plein, il ne s'ouvre que par séquences. Lentement,
comme si même la structure hésitait à nous laisser passer. Et quand la porte s'ouvre enfin, ce n'est pas le monde extérieur qu'on laisse derrière nous, mais le sentiment de liberté lui-même. Le silence n'est plus absence de bruit, il est maintenant densité, un champ de tension qui s'infiltre dans les os. Rien ne bouge sans être vu. Chaque centimètre du couloir est capté, enregistré, analysé. Le béton semble regarder. Les caméras pivotent, doucement, comme des têtes qui se tournent sans visage. Il n'y a plus de sortie. On comprend à cet instant que même ceux qui ont le badge d'accès n'entrent jamais vraiment indemnes. Si tu ressens cette pression, ce poids dans l'air, c'est que tu as compris. Ce que nous allons te montrer maintenant ne s'observe pas. Ça s'endure. Bienvenue dans la vérité invisible. Et, si tu veux voir ce que l'on garde caché aux yeux du monde, abonne-toi à Millionnaire par conviction, car ce qui vient ensuite est réservé à ceux qui ne ferment pas les yeux. Une fois franchies les dernières portes, on n'entre pas vraiment dans un espace. On entre dans un état. Le sécote n'est pas une simple structure. C'est un monde inversé où tout ce qui te définissait comme être humain est retiré, une couche après l'autre. Pas de nom, pas de visage, pas de voix, juste un numéro, un uniforme, blanc, et un regard vide. Dans ce système, l'identité n'est pas oubliée, elle est effacée. Les modules sont organisés avec une précision presque mécanique. Chaque cellule est un cube de béton brut, sans fenêtre, sans ventilation naturelle. 4 murs, un sol, un plafond, un coin qui fait office de toilette, un autre pour dormir. Pas de matelas, pas d'oreiller, pas de lumière éteinte. Le jour et la nuit ont disparu. La lumière artificielle reste allumée 24 heures sur 24. Elle ne sert pas à éclairer. Elle sert à surveiller, à dissoudre la notion même de passage du temps. Dans ces espaces réduits, jusqu'à 100 détenus partagent parfois moins de 80 couchages. Certains dorment assis, d'autres sur le sol nu. Leur voix ne porte pas, leur pensée non plus, car même le silence est surveillé. Des capteurs détectent les mouvements, des caméras scannent les visages, un réseau souterrain de contrôle capte la moindre déviation. Ici, tu ne peux pas fuir. Même ton souffle appartient au système. Les prisonniers ne sortent que 30 minutes par jour, pas pour marcher, pour faire des exercices physiques surveillés, sans machine, sans matériel, juste leur propre poids. Et chaque mouvement est observé depuis une passerelle au-dessus d'eux. Même le ciel leur est interdit, ils ne le voient jamais. Et pourtant il est là, quelque part au-dessus. Les repas sont simples, riz, haricots, parfois une tortilla. Pas de viande, pas de variation. Les repas sont livrés dans les cellules. Personne ne quitte son unité. Il n'y a pas de cantine, pas de conversation, pas d'échange. Juste une routine parfaitement huilée. Une répétition quotidienne de l'absence. Les tatouages couvrent leur corps. Certains sont des signatures de crimes, d'autres des hommages à des morts. Mais ici, les tatouages n'intimident plus. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils sont simplement les reliques d'une vie passée. Une vie où ces hommes régnaient sur les rues. Où ils étaient craints, suivis, vénérés. Maintenant, ce sont juste des ombres compactées dans un système plus fort qu'eux. Un système qui ne leur laisse pas même une illusion de contrôle. Et pourtant, certains résistent. Pas par la force, par le regard. Dans un angle de cellule, un homme fixe le sol sans bouger. Depuis combien de temps? Impossible à dire. Il n'a plus d'horloge, mais dans ses yeux, quelque chose brûle encore. Pas la colère, pas la haine. Quelque chose de plus profond, l'inconcevable. Car il faut le dire, le SECO n'est pas conçu pour réhabiliter. Il est conçu pour punir jusqu'à la dissolution totale. Ce lieu est la traduction physique d'une volonté politique absolue, éliminer la peur dans les rues en la concentrant dans un seul endroit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont retiré le chaos de la société pour l'enfermer ici, à huis clos. Mais que devient un être humain quand on lui enlève tout, quand le temps ne passe plus, quand la lumière ne s'éteint jamais, quand aucun son n'est autorisé à exister? Est-ce encore un homme? Ou juste un corps suspendu dans l'attente d'un oubli total?
C'est cette question qui nous hante, alors que nous avançons dans ce couloir infini de béton et de regards absents. Et toi? Que penses-tu de cette forme de justice? Est-ce une réponse légitime à l'horreur, ou une autre horreur déguisée en ordre? Dis-le-nous dans les commentaires. On ne cherche pas à imposer une vérité, on cherche à voir ce que le monde préfère cacher. Ils sont là, alignés, immobiles, vêtus de blanc comme s'ils s'étaient dissous dans le décor. Leurs corps sont marqués de la tête aux pieds, mais leurs regards sont vides. Ce n'est pas le vide de la soumission, c'est le vide d'une autre chose, une extinction intérieure. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas. Et pourtant, tout en eux raconte une histoire. Une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Une guerre qui continue à brûler, même entre les murs du Sécotte. On nous conduit dans une salle spéciale. 3 hommes y sont déjà. Aucun d'eux ne lève les yeux. On ne sait pas s'ils nous voient. On ne sait pas non plus s'ils s'en soucient. Sur le torse du premier, une croix inversée et le chiffre 18 gravé profondément dans la peau. Il appartenait au barrio 18. Il a tué 5 personnes. Il ne s'en cache pas. Il dit qu'elles ont simplement traversé la mauvaise rue. C'est tout. Pas de colère, pas de justification. Juste une logique de territoire, de pouvoir, de domination. Ce qu'il a fait, pour lui, n'est pas un crime. C'était une règle. Le second est plus jeune. MS-13. Il a les yeux enfoncés, mais vifs. Il parle peu, mais chaque mot est comme une lame. Il a kidnappé 4 femmes. 2 ont survécu. Les autres, non. Une seule ligne tatouée sur son cou. Muerte elle est. La mort est loi. Pas un slogan, une croyance, une ligne de conduite qu'il a suivie jusqu'à ce que les murs du Sécotte referment le monde sur lui. Aujourd'hui, il dort sur du métal, mange du riz froid, et ses gestes sont comptés. Il ne sait plus depuis combien de temps il n'a pas vu la nuit. Et puis il y a le 3e, le plus silencieux, le plus lourd. Il a le nom de sa grand-mère tatoué sur son bras. À côté, le visage de son fils. Sur l'autre bras, une tombe avec un prénom. Celui de la jeune athlète qu'il a violée et tuée. Une vie prometteuse, réduite à une ombre derrière son regard fixe. Il ne dit rien. On lui demande s'il regrette. Il hoche lentement la tête. Mais est-ce un vrai remords ou une fatigue trop ancienne? Pour être nommé, les tatouages couvrent tout, leur visage, leur poitrine, leur dos. Chaque trait raconte une histoire. Les noms de ceux qu'ils ont perdus, les icônes des gangs, les chiffres, les crânes, les cercueils. Certains ont des larmes en creuse sous les yeux, une pour chaque mort revendiquée. D'autres portent les mots « rien à perdre » ou « 100%. Ici, l'encre ne décore pas. Elle accuse, elle commémore, elle revendique. Et surtout, elle les trahit. Car c'est grâce à ces marques qu'ils ont été capturés, que la police a pu les identifier, que la justice les a condamnés. Mais alors une autre question s'impose. Si on leur enlève leur tatouage, que resterait-il? Un homme? Un monstre? Ou un corps sans passé, sans visage, sans racines? Peut-on un jour se défaire de ce qu'on a gravé dans sa propre peau? Ou est-ce là la vraie prison, celle qu'on porte en soi, bien avant les barreaux et les murs? Ces visages, ces corps, ne nous provoquent pas. Ils nous interrogent, pas sur le crime mais sur ce que nous faisons du châtiment. Sont-ils devenus ce qu'on craignait, ou ont-ils été créés par un monde qui avait cessé de leur offrir autre chose? Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu refuses les réponses faciles, que tu veux voir ce que le monde ne montre jamais. Alors montre que tu es avec nous. Laisse ton empreinte ici. Like cette immersion. Parce que ce qui vient ensuite est encore plus profond. Ils appellent cela l'unité d'isolement. Mais ce mot est faible. Ce n'est pas une unité, c'est un gouffre, un lieu sans écho, sans heurts, sans mémoire. Ici, le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une force active, corrosive, lente. Lorsqu'un prisonnier franchit ce seuil, ce n'est pas une punition supplémentaire. C'est une disparition. La cellule est nue. Une dalle de béton, une fissure dans le mur,
une grille minuscule qui laisse passer un filet d'air, et parfois, un soupçon de lumière trouble. Pas de lit, pas de couverture, pas de fenêtre, rien. Même l'idée du temps est abolie. Il ne fait jamais jour. Il ne fait jamais nuit. Juste une lumière qui semble éternelle, ou une obscurité qu'on ne peut nommer. Et le cerveau commence à parler tout seul. Le surveillant s'approche. Il dit qu'ils ne peuvent rester ici que 15 jours, mais beaucoup en sortent. Cassés. Il y a des hommes qu'on peut briser physiquement, d'autres psychologiquement, mais ceux qui passent ici perdent l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne savent plus combien de jours sont passés. Ils ne savent même plus si ce qu'ils entendent est réel. Le battement d'un cœur, le craquement d'un mur, la voix d'un souvenir. C'est ici que nous rencontrons celui qu'on appelle Psycho, un nom que les autres prononcent encore avec peur. Un chef de gang, un tueur en série, 30 meurtres revendiqués, peut-être plus. Mais l'homme devant nous n'est pas celui des photos de l'enquête. Il est plus petit, plus voûté. Il parle bas, presque avec honte. Il a 41 ans. Il en paraît 30. Il sourit brièvement quand on lui dit ça, puis baisse les yeux. Il raconte sans fierté. Il est entré dans le crime à 11 ans. Sans père, une mère épuisée. Il cherchait une famille. Il a trouvé un gang. D'abord, c'était pour manger. Puis, c'était pour appartenir. Très vite, c'était pour dominer. Il a tué. Beaucoup. Par loyauté, par devoir, par impulsion, par orgueil. Il dit qu'il n'a jamais pleuré à l'époque. Jamais. Mais maintenant, ici, dans cette cellule, il pleure chaque nuit. Quand on lui demande ce qu'il ressent, il répond doucement. Le jour, tu fais semblant d'être fort. Mais la nuit, le silence te parle. Et il te dit des choses que tu n'as jamais voulu entendre. Il n'a pas vu son fils depuis qu'il a 5 ans. Aujourd'hui, il en a 21. Il murmure qu'il aimerait juste lui dire une chose. Ne fais pas ce que j'ai fait. Ne vis pas dans ce monde qu'on m'a vendu comme une solution. Et nous, assis face à lui, on ne sait plus exactement qui on regarde. Un monstre? Une victime? Ou les deux? Son corps tatoué raconte une vie de violence. Son regard aujourd'hui raconte une fatigue qui ne se soigne pas. Il ne demande pas la liberté. Il ne la mérite pas. Il le sait. Il ne demande pas non plus le pardon. Il dit qu'il ne le mérite pas non plus. Il demande juste à Dieu, parfois dans le noir, de regarder encore une fois de son côté. La prison ne lui a rien appris. C'est le silence qui l'a fait plier. C'est l'oubli. C'est le néant. Ce sont ces murs qui ne répondent pas. Ces jours sans fin, ces nuits sans repère. C'est ici que même les hommes les plus durs craquent, que les rois tombent de leur trône intérieur, parce que même les dieux qu'ils croyaient être ne résistent pas à l'absence de monde. Et toi, que ferais-tu dans une pièce où tu n'as plus que tes erreurs pour te tenir compagnie, où le seul miroir est ton propre souvenir, où chaque battement de cœur te rappelle que tu es encore vivant, alors que tout en toi te dit que tu ne l'es plus? Bienvenue dans l'endroit où les dieux s'effondrent. Et ce n'est pas encore la fin. El Salvador, autrefois connu pour ses rues baignées de sang, est aujourd'hui présenté comme un modèle de sécurité. Les chiffres sont impressionnants. Le taux d'homicide a chuté de manière spectaculaire. Les quartiers autrefois contrôlés par les gangs sont désormais traversés par des familles, des enfants, des vendeurs ambulants. Les armes se sont tues. La peur a reculé. Et sur les façades des bâtiments publics, une nouvelle devise semble s'inscrire, la paix retrouvée. Mais il suffit de regarder un peu plus profondément pour sentir que cette paix est étrange, silencieuse, presque glacée, comme si elle avait été obtenue non pas en guérissant une société, mais en l'amputant de ses plaies les plus visibles. Car derrière les murs du Sécote, des milliers de vies sont suspendues. Et si beaucoup de ces hommes ont semé la terreur, il y a aussi ceux qui ont été pris dans les filets d'un État en guerre. Des jeunes arrêtés, sans preuves solides. Des innocents que personne ne peut joindre. Des familles qui ne savent même pas où leurs fils ont disparu. La sécurité est revenue, oui. Mais peut-on appeler cela justice quand elle exige d'enfermer l'ombre elle-même?
Ou est-ce simplement une forme moderne de vengeance collective, propre, méthodique, institutionnelle? À l'intérieur du pays, on célèbre. À l'extérieur, on observe. Les ONG alertent. Les journalistes débattent. Les gouvernements hésitent. Mais pendant ce temps, la cage reste fermée. Et chaque jour, le système se perfectionne. Plus de capteurs, plus de drones, moins de voix, moins de nuances. Alors que nous quittons le Sécote, une phrase résonne dans nos pensées. La paix est revenue. Mais les ombres, elles, n'ont jamais quitté ces murs. Car une société ne se construit pas seulement sur ce qu'elle punit, mais sur ce qu'elle choisit de voir, de dire, d'honorer. Et ici, le silence est devenu la loi. Toi qui as suivi cette immersion jusqu'au bout, que penses-tu? As-tu vu de la justice ou une mise en scène du pouvoir? As-tu senti de l'ordre ou une peur plus grande, mieux organisée? Réponds à cette question en conscience. Car dans un monde où la vérité se cache souvent derrière des murs épais, ta voix est précieuse. Abonne-toi à Millionnaire par conviction pour ne rien manquer des réalités qu'on ne raconte jamais dans les circuits officiels. Laisse ton like si ce voyage t'a bousculé. Et surtout, partage ce que tu ressens, parce que c'est ensemble que l'on brise le silence.